On est maintenant en juin, donc c'est l'heure de faire le bilan de mes 3 derniers mois de lecture. Bonjour et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Daphné et aujourd'hui, comme je viens de le dire, c'est l'heure de faire le bilan de ce que j'ai lu pour le printemps. Je participais au Blossom Spring Challenge qui est organisé par les lectures de Pipin. C'est un défi lecture qui se déroule du 1er mars au 31 mai, donc il vient tout juste de se finir. Et j'ai envie de vous parler de ce que j'ai lu dans le cadre de ce challenge-là. J'avais publié ma pile à lire il y a plusieurs mois pour faire une espèce de tri, là, un choix de ce que je voulais lire. Je pense que j'ai quand même assez bien réussi selon ce que j'avais ciblé comme lecture. Mais évidemment, j'en ai fait plein d'autres, donc je les ai insérés dans les diverses catégories selon avec quoi ils fonctionnaient. Donc, si vous connaissez pas le challenge, je vous invite à aller voir la chaîne des lectures de Pipin. Je vous mets le lien dans la barre d'infos juste en bas. Et d'ailleurs, toutes les informations sur les livres que je mentionnais et les chaînes mentionnées vont se retrouver aussi dans la barre d'infos. Et j'en profite pour vous demander, avant de commencer, de me faire un petit pouce en l'air, un commentaire ou encore à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Parce que c'est gratuit, ça fait plaisir. Donc, on va y aller avec les menus qui nous sont proposés. Et le premier menu, c'est Printemps florissant. Pour la première catégorie, qui était Le jardin des secrets, j'ai lu La mer des larves par Maude Jarry. C'est un livre qui a été lauréat d'un prix dans le cadre du Gala du roman québécois 2025 qui est organisé par mon ami Maps et plusieurs autres amis. Et dans cette histoire-là, on va suivre Sarah. Sarah, ça va pas bien dans sa vie, là. Son chum l'a laissé, sa mère est sur son dos pour qu'elle ait des enfants. Mais là, elle a plus de chum, mais genre, faut absolument qu'elle ait des enfants, elle ait une famille. Elle en veut pas. Puis en plus de ça, elle travaille dans une clinique vétérinaire, puis là, tout d'un coup, les chats se mettent à l'attaquer, elle qui a toujours eu des bonnes relations avec les chats. Puis sa santé, ça va pas bien, elle a des maux de ventre, puis tout ça, fait qu'il y a rien qui va bien. Puis au fur et à mesure de son parcours là, dans le monde médical, ils finissent par découvrir qu'elle a réellement quelque chose. Puis on dit que ça pourrait peut-être, cette mystérieuse chose, avoir un lien avec une future stérilité. Donc, c'est ça. Donc, on nous dit que c'est une tragicomédie d'horreur. Personnellement, j'ai pas tellement vu l'horreur là-dedans. Un peu de suspense, mais pas tant d'horreur. Moins que ce à quoi je m'attendais. Mais je dois vous dire que j'ai adoré ce livre. Ça a été un véritable coup de cœur, comme pour bien des gens. J'ai trouvé que l'écriture était vraiment fluide. C'est engageant. L'histoire est vraiment prenante, c'est intriguant, c'est à la fois frustrant et stressant par bout. Puis les personnages, j'ai cru à tous ces personnages-là, ils sont vraiment réalistes pour moi, puis parfois aussi vraiment frustrants. Je pense qu'il y a beaucoup de lectrices qui ont dû se reconnaître dans le parcours de Sarah au niveau médical, des interactions qu'on peut avoir avec des médecins, des discours qu'on se fait servir, des questions qu'on se fait poser. En tout cas, moi, je me suis reconnue, puis je suis certaine que je suis pas la seule. Puis, j'ai trouvé que la mère de Sarah, qui s'appelle Maryse, était une femme absolument détestable. Mais c'est comme une personne qui existerait pour vrai, qui est juste banalement détestable. Je sais pas comment le dire, c'est quelqu'un qui fait des trucs que probablement on a vu plein de fois dans notre entourage, on connaît des gens qui sont comme ça, mais ça rend ces personnes-là vraiment désagréables, mais c'est super banal en même temps. C'est vraiment un personnage qui m'a marqué parce que c'est quelqu'un qui est convaincu que c'est elle qui a raison, puis ça fait en sorte qu'elle fait mal aux autres, mais elle est tellement convaincue de ses affaires qu'elle voit même pas ce que les autres peuvent vivre. Puis j'ai trouvé que la fin de ce roman-là, que je ne vais pas vous divulgacher, évidemment, était absolument parfaite et savoureuse. Puis comme je vous dis, on disait dans le résumé que c'était un peu de l'horreur. Moi, j'avais peur que ça tombe dans l'horreur parce que c'est vraiment pas mon genre. Mais finalement, c'est pas du tout aller là. Puis c'est pas non plus aller vers de la science-fiction parce que je me disais, est-ce qu'il y a quelque chose de weird chez Sarah? Mais finalement, c'est toutes des affaires, tu sais, qui ont des explications pas surnaturelles. J'ai très envie de relire Maude Jarry lorsqu'elle sortira un autre livre. Je vais donner 5 étoiles. Dans le même menu, j'ai lu Where'd You Go Bernadette par Maria Semple, qui a été traduit en français sous le titre Bernadette a disparu. C'est un livre que j'ai lu dans le cadre de mon vlog où je testais des livres pour ensuite regarder leur adaptation cinématographique. Donc, je vais pas m'étendre longuement sur ce livre-là. Si vous avez envie d'en savoir plus sur mon appréciation, je vous invite à aller voir le vlog. Mais bref, dans cette histoire-là, on va suivre une femme qui s'appelle Bernadette. Elle habite à Seattle. Elle a une fille, une adolescente, un mari qui travaille chez Microsoft. Et puis, à un moment donné, Bernadette
va disparaître et puis on va suivre ce qui s'est passé, comment on en est arrivé là, à travers des échanges de courriels, de messages textes, de conversations. Donc, on va voir un peu comment tout le voisinage interagit ensemble et comment Bernadette fit là-dedans. J'ai trouvé en gros que c'était un roman qui était intéressant à lire, le format là, avec les échanges, ça donnait un petit peu un côté épistolaire que j'aimais bien. La faune de personnages était très variée, tous détestables, mais quand même intéressants à suivre. J'étais intriguée par qu'est-ce que ça allait donner. Par contre, je dois avouer que la disparition de Bernadette, je m'attendais à ce qu'elle arrive très tôt, mais pourtant, elle arrive assez tard. Et puis, la fin, un petit peu trop facile, comment tout ça se résout. Mais bon, c'est pas grave. J'ai passé un assez bon moment. J'ai donné 3,5 étoiles. Allez voir le vlog pour plus de détails. Ensuite, j'ai lu le mémoire Et la joie de vivre par Gisèle Pélicaud et Judith Pérignon. Donc, c'est Gisèle Pélicaud qui a raconté son histoire et Judith Pérignon l'a écrite. Si vous ne connaissez pas Gisèle Pélicaud, je crois que vous vivez dans une caverne. Donc, c'est une femme qui, en 2024, a découvert que son mari la droguait et ensuite faisait venir des hommes chez elle pour la violer. C'est comme par un hasard que tout ça a été découvert. Après ça, il y a eu un grand procès très, très, très médiatisé. Et elle a décidé qu'elle allait se tenir droite et que la honte devait changer de camp. Ce n'était plus aux victimes d'avoir honte, mais plutôt aux hommes qui commettent ces crimes-là qui sont absolument horribles. C'est une femme qui a voulu que son identité soit dévoilée, que le procès soit public, justement pour démontrer que c'est pas aux femmes victimes d'avoir honte. Et dans ce livre-là, elle raconte son histoire. J'ai écouté le mémoire en audio, je l'avais emprunté à la bibliothèque et oh my God! Wow! Je l'ai dévoré. Je n'étais pas capable d'arrêter de l'écouter. Je l'écoutais constamment. Je l'écoutais genre dans la douche pendant je me mettais sur le côté, puis j'écoutais. Je l'écoutais pendant que je faisais à manger, même pendant qu'Alex était là, j'étais comme non non, je vais écouter mon livre là, c'est trop bon. C'était oh mon Dieu, tellement frustrant, mais en même temps tellement inspirant. C'est une histoire qui choque, mais c'est aussi une histoire de courage. Et puis dans le mémoire, en fait, Gisèle Pélicaud, elle va revenir sur sa jeunesse à elle, la jeunesse de Dominique Pélicaud, et puis de leur début, de relation, de comment c'était, après ça, leur vie de famille, et ensuite va nous raconter comment elle a vécu d'apprendre, premièrement, que son mari lui faisait subir ces choses atroces-là, comment ça l'a affecté, puis après ça, le procès, puis le choix qu'elle a fait de ne pas faire un procès à huis clos pour que les hommes aussi soient connus. Ce qu'elle a vécu, c'est atroce, c'est dégueulasse, c'est dégoûtant, mais la façon dont il nous en parle, puis la force dont elle a fait preuve, c'est extraordinaire. Et je ne peux que vous recommander de lire Et la joie de vivre. Lisez ça. 5 étoiles, 6 étoiles. J'ai adoré. Ensuite, pour la catégorie un peu beaucoup passionnément, j'ai lu The Willful Princess and the Piebald Prince par Robin Hobb, Le prince bâtard en français. Enfin! Je sais plus ça fait combien de temps que je le mets dans des piles à lire. En plus, c'est une novella, c'est très court, c'est genre 200 pages. J'ai attendu beaucoup trop longtemps, de toute évidence, mais là, c'est fait. J'ai commencé à lire ce livre-là dans un vlog que j'ai fait où j'essayais de rattraper là, mon retard au niveau des lectures de mai, donc vous pouvez aller voir ça. Mais bref, on est dans l'univers du Royaume des Anciens, on est à Casselsert, on est bien avant l'époque de Fitz. Donc, on est dans une histoire en 2 parties. On a d'abord l'histoire de la princesse Caution, Prudence en français, qui ne porte pas du tout bien son nom et qui va développer une relation avec un homme qui a le vif, donc cette espèce de lien avec les animaux. Et à l'époque, ce n'est pas mal vu, ce n'est pas quelque chose qui peut mettre la vie en danger des gens sous peine de mort. C'est vraiment pas teinté ou sali comme habileté au moment où l'histoire se passe. Puis, elle va avoir un enfant hors mariage, puis là, finalement, il va avoir une genre de rébellion, et puis on va mettre en place, en fait, pourquoi, quand on arrive avec l'histoire de Fitz, avoir le vif, c'est aussi catastrophique, puis pourquoi ça peut mettre la vie des gens en danger. Donc, ça nous explique qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là. C'était vraiment, vraiment agréable de retourner dans cet univers-là
Mon Dieu que j'aime la plume de Robin Hobb. J'ai vraiment l'impression de revêtir une doudou, des pantoufles, je suis bien. C'était vraiment intéressant de voir comment le vif, la perception des gens qui ont le vif a évolué. Il y a clairement des traumatismes collectifs là-dedans, puis on est un peu impuissants, nous, en tant que lecteurs. Les choses se sont passées, elles ont eu lieu, on l'apprend. C'est sûr qu'on se dit non, il faudrait qu'il y ait un autre dénouement, mais c'est ça l'histoire, donc on se sent impuissant. Puis ça nous rappelle surtout que dans toute situation, l'histoire est écrite par les vainqueurs, hein? Mais c'est pas toujours toute la vraie histoire, il manque peut-être des bouts. J'ai donné 4 étoiles. Ensuite, pour le menu fraîcheur printanière, j'ai lu un livre que je voulais lire depuis aussi longtemps et dont on entend beaucoup parler. Enfin, j'ai lu le premier tome de Dungeon Crawler Carl par Matt Dinniman. Dans ce roman-là, on va suivre un personnage qui s'appelle Carl. Carl, un soir, il va dehors pour sauver son chat en fait, le chat de son ex qu'il garde, qui est dans un arbre. Et puis, au même moment où il est dehors, en boxer, nu-pied, avec une petite veste de rien, le monde s'effondre et il se retrouve avec le chat qui s'appelle Princesse Donut dans une espèce de donjon souterrain. C'est géré par des extraterrestres et un genre de conglomérat médiatique extraterrestre et une intelligence artificielle. Et Carl et Princesse Donut vont devoir survivre, tuer des monstres, relever des défis et peut-être sauver la planète en plus de sauver leur peau. C'est le premier tome d'une série très populaire et ce livre m'a fait rire à haute voix. À plusieurs reprises, là, j'ai vraiment eu des éclats de rire et d'autres fois, je souriais. J'ai eu beaucoup de plaisir, en fait. Autant ce que Carl et Princesse Donut vivent par moments, c'est vraiment difficile, puis j'étais catastrophée. Autant le ridicule de la situation, là, ça me plaisait beaucoup, puis ça me faisait rire et sourire. Il y a beaucoup de scènes d'action, puis là, on se demande si nos personnages vont arriver à s'en sortir, mais en même temps, les scènes d'action sont remplies de trucs complètement ridicule. Fait que c'est comme drôle en même temps d'être stressant. Il y a beaucoup d'humour, évidemment. Il y a beaucoup de références à la culture populaire aussi. Ça se lit tout seul. C'est super divertissant. C'est assez léger, mais on dirait que je sentais que l'auteur était en train d'installer des choses comme pour une intrigue plus large, plus grande au niveau du monde, puis peut-être justement de ce conglomérat médiatique. Parce que dans le livre, ce sont maintenant des extraterrestres qui contrôlent la Terre. Il y a des conflits entre certaines races extraterrestres, donc à suivre, qui sait, peut-être que j'ai imaginé ça, mais il me semblait que je voyais des petits indices, et ça m'a beaucoup plu. Évidemment, je lui ai donné 5 étoiles, parce que ça a été mon premier 5 étoiles de l'année. Pouvez-vous croire que ça m'a pris jusqu'au mois de mars pour trouver un livre 5 étoiles? Je l'ai lu au début mars. C'était mon premier de l'année, ça a fait du bien. Pour la même catégorie, j'ai lu Mikey 7 par Edward Ashton, qui est traduit sous le même titre en français. Celui-là aussi, c'est un livre que j'ai inclus dans mon vlog où je lisais les livres pour comparer à l'adaptation cinématographique, donc tous les détails dans ce vlog. Mais on est dans un roman de science-fiction futuriste. Mikey, c'est un disposable en anglais, un consommable en français. Dans le fond, il est sur une mission pour peupler une nouvelle planète et lui, sa job, c'est de faire tout ce qui est super dangereux puis qui met la vie en danger parce que s'il meurt, ben c'est pas grave, entre guillemets, on va le cloner puis sortir une nouvelle version de lui. Donc, au moment où on le rencontre, il est rendu à la 7e version et au tout début du roman, il va arriver une situation où il va être présumé mort, donc le Mikey 8 est créé, mais finalement, il s'en sort, puis il revient, puis là, sont 2 Mikey, mais ça, c'est contre toutes les règles, parce que les denrées alimentaires sont limitées, etc. Donc, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Et c'est un roman que j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, j'ai trouvé qu'il y avait de l'humour aussi, beaucoup de cynisme, du sarcasme, et de bonnes réflexions aussi sur la tendance que l'humain a de s'approprier des endroits. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait un petit coup de mou dans le milieu, donc un début fort, une fin intéressante, mais dans le milieu, là, il manquait un petit peu de rythme.
Malheureusement aussi, j'ai trouvé que les personnages étaient pas assez creusés, donc je me suis peu attachée à eux. Mais dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment. Je lui ai donné 3 étoiles. Pour le prochain menu, Lapin de Pâques, la première catégorie, L'Heure des cloches, j'ai lu Bloom, qui a été traduit sous le titre La saveur du printemps. Les textes sont de Kevin Panetta et les illustrations de Savannah Ganucheau. C'est un livre dont j'ai déjà pas mal parlé dans mon vlog de lecture de mai, donc je vous invite à aller voir les détails. Les liens sont dans la barre d'infos juste en bas. Mais on est avec un adolescent qui s'appelle Harry. Ses parents ont une boulangerie, il doit les aider pour l'été, même si lui, il voudrait suivre ses amis et aller former un band et déménager dans une autre ville. Puis là, il arrive à une entente avec ses parents. Si jamais je trouve quelqu'un pour me remplacer à la boulangerie, puis-je partir? Donc, il va y avoir un autre garçon qui va arriver, Hector, qui lui étudie là, pour être pâtissier, donc il est très heureux de travailler à la boulangerie. Et il va y avoir des petits sentiments qui vont se développer entre les deux garçons. C'était une lecture super douce, super agréable. Harry, un personnage un petit peu, des fois, têtu, je dirais, un peu jeune. C'est ça, c'est l'adolescence. Mais c'est vraiment une belle histoire entre deux garçons qui se découvrent eux-mêmes, mais aussi qui découvrent leur lien. Et si vous avez aimé Heartstopper, vous allez aimer ce livre-là, c'est sûr. Je lui ai donné 3,5 étoiles. Ensuite, pour la catégorie Le pudding à l'arsenic, j'ai lu The Thursday Murder Club par Richard Osman, qui a été traduit en français sous le titre Le Murder Club du jeudi. On est avec une petite bande de personnes qui ont fin 70, début 80 ans. Ils habitent dans une résidence pour personnes aînées et ils passent le temps, puisqu'ils sont à la retraite, à essayer de résoudre des crimes non résolus. Et puis un jour, il va y avoir un meurtre à leur endroit de résidence. Donc, ils vont s'en mêler pour essayer de trouver qu'est-ce qui s'est passé. Lui aussi, c'est un livre que j'ai lu dans mon vlog de comparaison entre le roman et l'adaptation cinématographique. Donc, tous les détails sont là si ça vous intéresse. Mais c'est une histoire qui m'a beaucoup plu. J'ai adoré les personnages. Je les ai trouvés vraiment intéressants. J'ai aimé les suivre. Je me suis attachée à eux. L'intrigue était complexe. Il y avait beaucoup de nuances. C'était pas tout noir, tout blanc. Ça m'a beaucoup plu, ça aussi. C'est sûr que je vais continuer la série. Je l'ai déjà annoncé d'ailleurs dans ma pile à lire de l'été. J'ai donné 4 étoiles. Dans la même catégorie, j'ai lu Sauvagine par Gabrielle Filto-Shiba. C'est le deuxième livre d'un triptyque. Donc, j'avais lu En cabané l'an dernier. Celui-là, c'est la suite, si on veut. Mais on est avec un personnage différent. On est avec Raphaël et on est toujours dans cet endroit, dans les hautes terres du Kamouraska, les terres de la couronne. Et puis notre personnage principal, Raphaël, c'est une agente de la faune et elle veut arrêter justement les braconniers. Elle va avoir des acolytes, donc elle a un vieil ami qui s'appelle Lionel et on va retrouver Anouk du premier tome. On est avec la nature, la forêt, des ours, des lynx, des orignaux, des coyotes. Et on a justement la lutte contre le braconnage et un braconnier en particulier. Et j'ai eu un énorme plaisir à lire ce livre. La plume de Gabrielle Filto-Shiba, je la trouve fabuleuse. C'est à la fois doux et frappant. C'est comme un contraste que j'aime vraiment beaucoup. C'est lent par moments, mais pas toujours. Des fois, ça va vite aussi. Je trouve qu'il y a un super bel équilibre là-dedans. Ça vient me chercher au bout. Dans ce livre-là, Raphaël, au tout début, va adopter un chien. Puis là, je me suis demandé s'il allait arriver quelque chose au chien. Fait que je vous avoue que je suis allée voir à la fin. Avant de vraiment comme me commettre que j'allais lire le livre. Je suis allée voir à la fin, est-ce que le chien est toujours là ou finalement il a disparu? Parce que j'ai vraiment de la difficulté quand il y a des animaux qui sont maltraités ou des trucs comme ça dans les livres, dans les séries, peu importe, là, dans les films. Je trouve que les animaux et les enfants, c'est ce qui est le pire parce qu'ils peuvent pas parler, ils peuvent pas se défendre. Donc, c'est ça. Je suis allée voir la fin du roman pour voir je voulais-tu le lire ou je voulais pas? Finalement, j'ai voulu. C'est pas un livre qui est annoncé comme un thriller, mais moi, je l'ai vraiment vécu comme ça parce qu'il y a un vilain, là, tu sais, il y a vraiment une personne qui fait des trucs, oui, du braconnage, mais il y a autre chose aussi qu'on veut attraper. Puis, nos personnages sont en danger, donc moi, j'ai trouvé ça haletant, j'ai trouvé ça stressant, j'avais peur pour elle. J'étais vraiment investie. Puis en plus, ça garde les mêmes beaux messages qu'il y avait dans le premier tome là, au niveau de la protection de la nature, puis au niveau des bassesses ou des
des trucs qu'on fait en tant qu'humains qui ont aucun sens, puis notre propension à tout prendre comme si ça nous appartenait, de nos comportements problématiques en tant qu'espèce. Bref, je lui ai donné 4,5 étoiles, c'était pas loin du coup de cœur, et je vais certainement lire Bivouac, qui est la conclusion de ce triptyque. Ensuite, pour la catégorie Far Over the Misty Mountains Cold, j'ai lu Agnès Aubert's Mystical Cat Shelter par Heather Fawcett, qui a été traduit sous le titre Le refuge occulte pour chats d'Agnès Aubert. Et ce livre-là, j'en ai aussi parlé dans mon vlog que j'ai fait au niveau de mes lectures de mai. Donc, vous aurez plus de détails en allant le visionner. Mais on est avec un personnage qui s'appelle Agnès. Donc, on est à Montréal dans les années 1920. Agnès, elle dirige un refuge pour chats, donc un organisme à but non lucratif. On est dans un monde où la magie existe et puis un jour, Agnès va devoir déménager parce que son local a été abîmé justement dans un combat entre magiciens. Elle va se retrouver dans un local où il se passe des trucs un peu louches dans la cave, dans le sous-sol. Donc, elle va se retrouver mêlée à des choses un petit peu bizarres. Je m'étendrai pas sur mon appréciation parce que j'en ai parlé en long et en large dans mon vlog, mais j'ai passé un bon moment. Par contre, ce n'était pas à la hauteur des aventures d'Emily Wilde pour moi. C'était une lecture très, très cosy, par contre, avec des personnages qui ont eu une évolution intéressante. J'avais envie de retourner le lire quand je n'étais pas dans le livre. J'ai jamais eu envie de l'abandonner. J'aimais voir ce qui se passait pour les personnages. Par contre, la résolution m'a laissé un petit peu sur ma faim, puis il y avait une espèce d'histoire d'amour qui, pour moi, n'était pas nécessaire. Tout ça s'est fini peut-être un petit peu trop facilement, puis ça m'a dérangé. Mais quand même, j'ai passé un bon moment. Je lui ai donné 3 étoiles. Pour le troisième menu, qui s'appelait Escapade printanière, la première catégorie, c'était courir dans les champs. Et pour ça, j'ai lu Nevermore, The Trials of Morrigan Crow par Jessica Thompson, qui a été traduit en français sous le titre Les défis de Morrigan Crow. C'est le premier tome d'une série jeunesse. On va suivre Morrigan, qui est maudite car elle est née le jour de Merveillon. Et elle doit normalement mourir le jour de ses 11 ans. Et le roman débute alors qu'elle va avoir 11 ans. Donc, elle est supposée mourir. Mais contre toute attente, elle va être sauvée in extremis par un homme mystérieux qui va l'amener dans un autre monde qui s'appelle Nevermore, un monde où la magie est plutôt présente. Et elle va devoir relever des défis pour intégrer une organisation très mystérieuse. Évidemment, elle a des concurrents, il y a des épreuves et tout ça, donc c'est assez typique, là, tu sais, d'un parcours assez typique pour un livre jeunesse. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Le monde qu'on nous présente, Nevermore, est assez intriguant et même tout ce qu'il y a autour. Et on sent que, bon, c'est le premier tome, alors on nous en montre seulement un petit bout. Il y aura certainement plein d'autres choses à découvrir. Au niveau du rythme, j'avoue que j'ai trouvé ça un petit peu inégal. Le début était vraiment, vraiment enlevant. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient. C'était très, très, très prenant. Après ça, un milieu où ça ralentit un petit peu, là, où c'est un petit peu moins ça. Puis après ça, ça reprend vers la fin, mais somme toute, ça se lisait très, très bien. J'ai senti tout le long du roman que Morgane, elle se posait beaucoup de questions, elle voulait avoir des réponses, elle en avait pas tout le temps, un petit peu vers la fin, mais c'est pas tout à fait complet là, comme explication. Puis nous aussi, comme lecteurs, on se pose les mêmes questions et nous aussi, on veut avoir des réponses. Mais c'est un premier tome, on installe le monde, puis j'imagine que ça viendra dans les tomes subséquents. C'est sûr que je poursuis la série, j'en ai déjà parlé dans ma palle de l'été, j'ai donné 4 étoiles. Pour la prochaine catégorie, Spring Break, j'ai lu A Psalm for the Wild Build par Becky Chambers, qui a été traduit sous le titre Un psaume pour les recyclés sauvages. On est dans un monde différent du nôtre où la société a évolué, puis il y a eu des robots, puis finalement, il y a plusieurs siècles, les robots ont décidé de quitter les humains. Ils ont comme développé la conscience, puis ils ont décidé d'aller vivre dans la forêt, à l'écart des humains. Puis le temps a passé, puis là, on est avec un moine dont le métier, c'est de faire boire des thés aux gens, puis de prendre un petit moment là, pour qu'ils puissent se confier, puis se libérer de leur poids en lui parlant. Et puis ce moine-là, qui s'appelle Dex, va avoir envie d'entendre le bruit des criquets, parce que les criquets n'existent plus sauf dans un endroit reculé, donc il va partir pour aller entendre les criquets, va prendre des chemins qui n'ont pas été explorés, va se rendre dans la forêt et va y rencontrer un robot. Puis là, bon, choc de culture un petit peu. Ils vont cheminer ensemble pendant un petit bout. Ça faisait vraiment, vraiment longtemps que je voulais lire ce livre-là. Mes attentes étaient très hautes. Et malheureusement, ça a été une grande, grande déception. C'est un avis très impopulaire parce que
Ce livre-là est très, très, très apprécié, très aimé. C'est le premier tome d'une duologie. Je vous dis tout de suite, je ne poursuivrai pas de mon côté. En fait, je me suis plutôt ennuyée pendant la lecture. C'est un monde très, très, très cosy, mais là, ça l'était peut-être un peu trop. J'haïs pas le cosy, là, j'aime ça en général, mais là, je sentais qu'il y avait même pas d'enjeu. Tu sais, il faut quand même qu'il y en ait un petit peu. Ensuite de ça, je peux pas dire que j'ai vraiment apprécié le personnage principal qui est Dex, qui est ce moine qui se pose bien des questions et qui, selon moi, se plaint un petit peu la bouche pleine. C'est un livre qui est parsemé de réflexions philosophiques, ce que j'aime en général, mais là, en fait, je trouvais qu'elle restait trop en surface. J'aurais aimé ça qu'elle soit creusée plus que ça parce que ça ne me satisfaisait pas. En fait, en général, j'ai trouvé que le livre restait en surface. C'est un tout petit livre, ça se lit très très vite, mais comme c'est petit, j'ai trouvé qu'il manquait de tout. Il manquait pour moi d'informations sur le monde, comment le monde est arrivé au fait qu'il y ait les robots, puis après ça qu'ils quittent, comment ils ont vécu ce départ-là pour qu'on en arrive à maintenant, comment les robots, eux autres, ont vécu leur truc. L'histoire de Dex, plus au niveau de son enfance, j'avais pas beaucoup d'informations. Donc, en général, j'en aurais pris plus et ça a fait que j'ai été déçue. Je lui ai donné 2,5 étoiles. Dans la même catégorie, j'ai lu Un soir d'été par Philippe Besson. C'est une histoire qui est tirée de la vie de Philippe Besson. Donc, ça se passe pendant un été sur l'île de Ré dans les années 80. Ils sont une bande de jeunes qui se tiennent ensemble. Ils ont 17, 18 ans dans ces eaux-là. Puis, c'est l'été, c'est les vacances. Et puis, ils sont un peu insouciants, ils vivent leur vie, tu sais, ils sont entre deux, là, entre l'âge où on a des responsabilités et l'enfance, et puis il va y avoir un des leurs qui va disparaître, et ça va un peu mettre fin justement à cette période d'innocence, à cette enfance qui se prolongeait un petit peu pour les ramener dans un monde plus sérieux où des gens peuvent arrêter d'être avec nous. J'aime vraiment beaucoup La plume de Philippe Besson. Je l'avais lu l'an dernier avec Ceci n'est pas un fait divers. J'avais vraiment aimé ça. Ça se retrouvait dans mon top de l'année, je pense. Et j'ai encore une fois beaucoup aimé le ton de ce roman-là, Un soir d'été, qui est un peu de l'autofiction. On sent en tant que narrateur que Philippe nous parle puis qu'il est encore marqué par ce qu'il a vécu cet été-là. Puis en même temps, il arrive vraiment bien à nous faire sentir cette langueur des vacances, de la chaleur, du soleil. Ces moments où on est indolent parce que on n'a pas grand-chose à faire. Dans le fond, on se lève le matin quand on est prêt, on fait nos petits trucs, on va à la plage, on mange des glaces. Tu sais, c'est vraiment, vraiment bien installé, on s'y croirait en fait. J'avais vraiment l'impression d'y être, puis ça me donnait vraiment envie de retourner à cette période d'adolescence où, tu sais, tout l'été, t'as pas vraiment grand-chose à faire, puis c'est pas grave, puis tu meubles ton temps, t'es avec tes amis. Il y a une de mes amies qui l'a vraiment bien dit, je parlais avec elle parce qu'elle aussi, elle a lu ce livre-là, puis c'est un roman très court, mais rapidement, l'auteur y arrive à nous mettre dans l'ambiance, à installer quelque chose, à installer ses personnages, puis on embarque rapidement. C'est un livre, comme je l'ai dit, sur la fin de l'innocence un peu. Il nous laisse avec des questions en même temps. Est-ce qu'on sait un peu? Peut-être. Ça se lit tout seul. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. 4 étoiles. Et pour la dernière catégorie du menu, Voyage en Asie, j'ai lu Les Mémoires d'un chat par Hiro Arikawa. Ça faisait un petit bout aussi qui était sur ma pile à lire. Donc, dans ce roman-là, on est avec un chat qui s'appelle Nana. Il a un maître qui s'appelle Satoru. Et Satoru, pour des raisons qui ne nous sont pas expliquées tout de suite, doit se défaire de Nana, donc il lui cherche un nouveau foyer. Alors, ils vont se promener à divers endroits du Japon pour que Nana rencontre ses peut-être futurs nouveaux maîtres. Mais Nana, c'est vraiment un chat très, très, très intelligent et il ne veut pas se défaire, il ne veut pas se séparer de Satoru. Donc, il va trouver toutes les manières de faire pour que Satoru ne le laisse pas avec d'autres gens. Et ce livre-là m'a fait pleurer, là. Mais mon Dieu, pleurer de même, ça n'a pas de sens. Pour vrai, là, c'était vraiment intense. Je l'ai écouté en audio, j'avais emprunté de la bibliothèque, puis dans ma voiture, là, j'étais comme ça. Tout le long, j'étais vraiment triste. Oh mon Dieu! Oh, j'ai tellement pleuré. Puis là, je devais me retenir parce que, genre, j'allais à des endroits, comme travailler ou quelque chose comme ça, puis
Quand je l'ai terminé, je suis arrivée à la maison, puis je venais juste de le finir en arrivant à la maison, puis j'ai éclaté en sanglots, puis j'ai dit à mon chum qui me demandait qu'est-ce qui se passait, je disais « Mon livre, c'est tellement triste! » Puis je pleurais, là, mais oh mon Dieu, intensément. Donc, ça m'aura fait vivre beaucoup d'émotions. Nana, comme narrateur, ce chat, c'était vraiment, vraiment intéressant de le suivre. Il est vraiment, vraiment ratoureux. C'était super, en fait. J'ai aimé apprendre à les connaître, lui et Satoru, et aussi les amis qui vont voir. Puis à chaque fois qu'on rencontrait des amis, on découvrait une nouvelle tranche de vie, tu sais, de diverses époques dans la vie de Satoru. Fait que ça aussi, c'était super intéressant. Il y a eu quelques moments où il y avait des petites longueurs. Puis il y a aussi un truc, il y avait souvent des changements de point de vue. Donc, c'était Nana qui nous parlait. On était avec lui, Satoru, puis là, tout d'un coup, poup, c'était du point de vue de l'ami qu'on allait visiter. Puis parfois, le changement de point de vue était un peu abrupt, c'était pas toujours clair au début pour moi, donc il a fallu que je m'adapte. Mais au final, c'est un roman extrêmement touchant. Comme je vous dis, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai donné 4,5 étoiles. Quoi d'autre? Et maintenant, pour le dernier menu, les couleurs de l'Inde. La première catégorie était Holi ou la fête des couleurs. Et j'avais prévu de lire Kekei par Vaishnavi Patel, mais je dois vous avouer que je l'ai abandonné. Donc, je vous en reparlerai plus en détail dans une vidéo qui parlera de mes abandons de l'année à la fin de 2026. Je vous dirai pourquoi, puis tout. Mais j'ai quand même lu un livre pour cette catégorie-là. Et c'était le deuxième tome de la série de Dungeon Crawler Call qui s'appelle Call's Doomsday Scenario ou en français L'ogive du jugement dernier, toujours par Matt Dinneman. Donc on continue de suivre les aventures de Carl et de Princesse Donut dans ce donjon. Ils tentent de survivre, c'est toujours les extraterrestres qui contrôlent et les épreuves deviennent de plus en plus compliquées puis eux-mêmes comme dans un jeu vidéo, vont acquérir des pouvoirs spéciaux, de l'équipement, etc. Dans ce deuxième tome-là, les enjeux vont devenir un petit peu plus grands, puis ça devient plus difficile là, pour nos personnages de réussir à s'en sortir. Et je dois vous avouer que j'étais vraiment nerveuse et sur le bout de mon siège à plusieurs reprises. Je veux dire, il y a plusieurs livres dans la série. Je me doute bien que ce sont nos personnages principaux, donc il ne leur arrivera rien de très grave, puisque il faut qu'ils poursuivent leur chemin pour les autres tomes. Mais quand même, j'étais inquiète pour eux. Aussi, dans ce tome-là, il y a un petit peu moins d'humour que dans le premier. Ça m'a un peu manqué, mais j'ai quand même passé un très bon moment. Ça continue de se lire tout seul, cette affaire-là. C'est vraiment le genre de livre que tu peux pas déposer parce que tu veux savoir qu'est-ce qui va arriver. Est-ce qu'ils vont survivre? Est-ce qu'ils vont réussir leur quête? Comment? Puis les autres personnes autour d'eux, les autres personnages, qu'est-ce qui va arriver? Je peux jamais déposer. Le rythme était vraiment enlevant et aussi dans ce tome-là, on en a appris un petit peu plus sur l'univers parce qu'au-delà du donjon, il y a de la politique et ça m'intrigue vraiment, c'est le genre de truc qui me plaît. Puis nos personnages poursuivent leur développement, on apprend à les connaître de plus en plus. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. 4 étoiles. Ensuite, pour la catégorie Bollywood, j'ai lu un livre d'un auteur indien, Le guide et la danseuse par R.K. Narayan. On est avec un homme qui s'appelle Raju. Il vient d'être libéré de prison et il va s'installer parce qu'il y a nulle part où aller dans les espèces de ruines d'un temple près d'un village. Il repense à sa vie, il fait sa petite vie là-bas parce que, bon, il n'y a pas beaucoup d'argent. En fait, il n'y a pas vraiment d'argent, il n'y a plus de biens, donc il survit. Puis, il y a des gens du village, puis des paysans qui vont commencer à venir le voir, puis ça va comme devenir un genre de gourou pour eux. Ils le voient comme méditer, puis ils se disent que c'est un homme saint, puis qui peut leur donner de bons conseils et tout ça. Puis Raju, lui, il va embarquer là-dedans parce que ça fait en sorte que les gens lui apportent des vêtements, de la nourriture, etc. Donc, pourquoi pas, hein? Puis, en plus de voir ce qui se passe maintenant pour lui, on en apprend sur sa vie. Donc, qu'est-ce qui l'a amené à cette situation-là? Alors qu'il était plus jeune, il habitait proche d'un train, donc on voit la gestion d'une boutique à la gare avec son père, puis la rencontre d'une danseuse qui va faire chavirer sa vie et qui va l'amener où il est maintenant rendu. Cette histoire-là, là, c'est vraiment une histoire de mauvais choix. Une série de mauvais choix qui amène quelqu'un quelque part. Raju, c'est vraiment un homme égoïste qui se soucie peu des autres, qui veut seulement être riche. Il est pas aimable. La femme qu'il rencontre, qui s'appelle Rosie, là, cette fameuse danseuse, elle non plus d'ailleurs ne l'est pas. Mais c'était quand même vraiment intéressant de voir
comment cette spirale de mauvais choix les entraînait l'un et l'autre dans ce qui va leur arriver, puis comment tout ça arrivait. J'étais vraiment intéressée, c'était facile à lire. Par contre, quand j'ai fini le livre, je me suis vraiment dit « Hein? C'est comme ça que ça finit? » On dirait que je comprenais pas tellement, en fait, cette fin-là. Il y a comme une réflexion sur nos actions, puis comment les autres nous voient, puis est-ce que c'est possible de se racheter ou non? Ou est-ce qu'on est parfois pris dans un courant, puis finalement, on n'a pas le choix de le suivre? Puis ça a comme une fin ouverte. Je suis pas très fan des fins ouvertes. Par contre, j'ai passé un bon moment pendant tout le roman. Donc, au final, c'était une bonne lecture. Je vais donner 3,5 étoiles. Puis ça fait réfléchir, tu sais. Et on finit ce bilan du printemps avec une relecture de Big Little Lies de Liane Moriarty, Petit grand mensonge, en français. Dans ce roman-là, on sait au début du roman qu'il y a quelqu'un qui meurt lors d'une activité, une fête qui se tient à l'école du quartier. Quelles sont les circonstances de cette mort et qui est mort? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est responsable? Est-ce que c'est un meurtre? Est-ce que c'est un accident? Tout ça, on le sait pas, on le découvre au fil du roman. On va suivre le point de vue de 3 femmes. Ce sont 3 mères et on va voir leur relation entre elles, mais aussi leur relation avec leurs conjoints, leurs ex-conjoints, leurs enfants, leurs voisins. Puis on va se rendre compte que parfois, ce qu'on projette n'est pas réel, puis que les gens peuvent avoir une opinion de nous, mais qu'en réalité, on vit quelque chose dans notre vie intime qui est tout à fait à l'opposé de ce qui est projeté ou de ce que les autres pensent de nous, que toutes les familles ont des secrets, que tout le monde ment. Donc voilà. Pourquoi j'ai fait cette relecture? En fait, c'est que Maps nous avait demandé de lui suggérer des livres pour célébrer sa 9e année sur YouTube et je lui avais suggéré ce livre-là. Puis là, pendant qu'elle le lisait, elle m'en parlait. Puis là, ça me donnait le goût d'y retourner. Ça fait quand même quelques années que je l'ai lu. À l'époque, je lui avais donné 5 étoiles. Puis comme elle m'en parlait, on dirait qu'il y avait des choses dont je me souvenais, d'autres je me souvenais pas. Puis j'avais envie de faire une relecture pour voir est-ce que, en sachant comment ça finit, est-ce qu'il y a des trucs qui nous sont annoncés puis des pistes que j'aurais pu voir? J'ai encore beaucoup aimé ça. Par contre, je dois avouer que ça n'a pas le même poids en relecture parce que l'effet de surprise, on l'a plus, tu sais, on sait ce qui se passe. Par contre, les enjeux restent tout aussi importants, intéressants et graves. On parle, entre autres, de violence conjugale là-dedans. Et au final, je suis très contente de l'avoir relu parce que ça reste une très bonne histoire avec des retournements de situation, des surprises et j'ai passé un bon moment. Ça s'est lu super vite et même si c'était moins surprenant que la première fois, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je lui ai donné 4,5 étoiles pour cette 2e fois. Donc voilà, c'est ce qui met fin à ce somme toute long bilan lecture du printemps. J'espère que ça vous aura plu. Venez me dire dans les commentaires s'il y a des livres dont j'ai parlé que vous avez lus et quel a été votre avis. Si vous vous êtes rendu jusqu'ici mais que vous savez pas comment dans les commentaires, venez mettre un petit emoji de lapin. Et je vous remercie énormément d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Bye!